Vous suivez le journal sur MTV+, mesdames et messieurs, pour ceux qui dominent l'actualité en Côte d'Ivoire. Patrice Motsepe a rencontré le Premier ministre ivoirien à l'occasion de la plus grande compétition de football qui se tiendra en janvier 2024 dans le pays. Et puis, l'Éthiopie a annulé un appel d'offres international pour une 3e licence de télécommunications. Nous terminerons avec le décès de l'ex-première dame des États-Unis, Rosalynn Carter. Bonsoir à tous et bienvenue. À l'occasion de la plus grande compétition de football en Afrique, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a rencontré le Premier ministre ivoirien, Robert Begré. Mambé, l'implication des autorités ivoiriennes pour l'essor du sport était un point clé de leurs échanges. Les détails dans ce reportage. C'est une visite qui vient lever tous les doutes quant à la tenue prochaine de la plus grande messe du football africain en Côte d'Ivoire. Après son tête-à-tête avec le Premier ministre Robert Begré Mambé, Patrice Motsepe a montré sa confiance totale en notre pays qui va bel et bien abriter la compétition en janvier prochain. La plus belle des compétitions, la plus excitante des compétitions, l'événement de football africain le plus important du monde aura lieu en Côte d'Ivoire en janvier prochain. Je voudrais donc, avant d'aller plus loin, dire ma grande reconnaissance pour le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Le patron de la Confédération africaine de football a également salué le leadership du président Alassane Ouattara pour le développement du sport en Afrique. En compagnie de son homologue sénégalais Macky Sall, le chef de l'État recevra une distinction honorifique de la CAF à Marrakech, au Maroc, en décembre prochain. Une des raisons de notre fierté, c'est que la CAF va décerner au président Ouattara la plus haute reconnaissance du football en Afrique pour son engagement, pour les moyens, pour tous les efforts qu'il fait pour l'évolution du football. Cette visite du président de la CAF au chef du gouvernement intervient moins de 24 heures après la brillante victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebempe, les pachydermes ont en effet étrillé vendredi soir les îles Seychelles sur le score sans appel de 9-0. Le gouvernement centrafricain mise sur la fourniture d'électricité pour asseoir le développement socio-économique du pays. Les autorités centrafricaines ont inauguré ce vendredi 27 novembre la 2e centrale solaire de Danzi, village situé à 22 km au nord du pays. La République centrafricaine a inauguré le 17 novembre un nouveau parc solaire de 25 MW avec stockage par batterie réalisé dans le village de Dondi à 18 km environ de Bangui. Ce parc solaire fournira de l'électricité à 250 000 habitants de la capitale, doublant pratiquement la capacité de production d'électricité du pays. Le projet a été financé à hauteur de 19 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. La centrale solaire photovoltaïque de Danzi, qui à ce jour est la plus grande de l'Afrique centrale, permet de porter la capacité installée en électricité de la République centrafricaine de 75 à 100 MW, alors qu'elle n'était que de 37 MW lors de ma prise de fonction en 2016. Avec un taux d'électrification estimé à 35% dans la ville de Bangui, 8% dans les principales villes de province et seulement 2% dans les communes rurales, la République centrafricaine a investi dans le secteur de l'énergie comme moteur pour accroître l'accès à l'électricité et favoriser une croissance durable. D'après le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, le nouveau parc solaire de Danzi marque le début d'une marche vers l'accès universel pour tous les Centrafricains à une énergie propre et de qualité pour favoriser la relance économique et contribuer au développement durable du pays. Bien que le pays soit encore loin de satisfaire l'ensemble de ses besoins en électricité, qui sont estimés à ce jour à environ 150 MW, le gouvernement continue de travailler d'arrache-pied avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers présents en République centrafricaine pour un accroissement substantiel de la production d'électricité.
Selon les autorités centrafricaines, la centrale solaire de Dundee illustre la détermination du pays à réduire sa dépendance aux énergies fossiles et à utiliser davantage les énergies renouvelables, moins coûteuses pour avancer sur la voie d'un développement durable. La centrale permettra aussi de remplacer plus de 90% d'énergie actuellement produite par le gazoil, tout en générant plus de 4 millions de dollars par an à la Compagnie nationale d'électricité. Elle contribuera également à une réduction nette des émissions de 670 674 tonnes de carbone dioxyde. Nous disions au titre, l'Éthiopie a annulé un appel d'offres international pour une 3e licence de télécommunication qui devrait doper la concurrence dans un marché dominé par l'entreprise d'État Ethio Telecom et par la société privée Safaricom. Pour les autorités éthiopiennes, le but est d'évaluer le potentiel et l'état de préparation du marché national. Les détails dans cet élément. En date du 16 novembre, l'Éthiopie a annulé le processus visant à octroyer une licence internationale des télécommunications après soumission de devis chiffrés par les différents opérateurs intéressés. D'après la conseillère principale du ministère chargé de superviser le processus d'appel d'offres, Injad Shamil, le processus d'octroi de licence a été interrompu afin de donner le temps au pays d'évaluer le potentiel et l'état de préparation du marché. Elle a indiqué que pour l'instant, l'intérêt du marché international des télécommunications ne correspondait pas à celui du pays pour lancer la procédure pour la dite licence. Sur les 45,5 millions d'abonnés au mobile que nous avons recensés en 2019, là-bas, vous avez au moins 85 à 90% qui ont les puces d'Ethio Telecom. Donc, ces newcomers vont prendre du temps à pouvoir grappiller quelque part de marché à l'opérateur historique Ethio Telecom. Mais pour l'heure, celui qui tient la dragée haute reste encore Ethio Telecom dans le secteur des communications électroniques en Éthiopie. D'après les médias locaux, le secteur des télécommunications éthiopien a toujours été monopolisé par Ethio Telecom, entreprise contrôlée par le gouvernement de l'Éthiopie, et ce n'est qu'en mai 2021 que l'entreprise de télécommunications, à la tête d'un consortium britanno-japono-kényan, Safaricom, avait pu décrocher sa licence. L'ouverture du marché des télécommunications est donc très attendue par les entreprises du secteur privé. Nous n'avons à date, en 2023, que 2 sociétés. La première, elle est essentiellement étatique, dominée à 100% par l'État. Elle s'appelle Ethio Telecom, détenue essentiellement par l'État. La deuxième maintenant, qui n'a reçu sa licence qu'en mai 2021, donc pratiquement 20 ans qu'on a eu à ouvrir ce secteur au niveau mondial, au niveau du monde entier, à la concurrence. Ce n'est qu'en mai 2021 que le deuxième opérateur du secteur des télécoms en Éthiopie a reçu sa licence, notamment Safaricom Telecom Éthiopie. L'industrie des télécommunications éthiopiennes est considérée comme un atout majeur dans les efforts du Premier ministre Abiy Ahmed pour libéraliser l'économie après son arrivée au pouvoir en 2018 grâce à une population importante d'environ 120 millions d'habitants. Selon l'Union internationale des télécommunications, le taux de pénétration d'Internet en Éthiopie reste faible avec seulement environ 15% de la population ayant accès à Internet en 2023. Selon le Digital Reportal, c'est un total de 66,80 millions de connexions mobiles cellulaires qui étaient actifs en Éthiopie début 2023, ce chiffre équivalent à 53,5% de la population totale. Direction le Zimbabwe, si l'objectif était de faciliter certaines tâches et améliorer leur efficacité, la digitalisation a eu des conséquences sur le secteur du travail dans ce pays. Au Zimbabwe, ce sont 75% d'emplois en banque qui ont disparu en 20 ans. Le syndicat zimbabwéen des employés de banque et assimilés, le ZIBAU, affirme que 75% des emplois du secteur ont été supprimés depuis le début du millénaire en raison de la digitalisation accélérée et des facteurs sociopolitiques qui ont affecté l'ensemble de la nation au cours des 2 dernières décennies. La digitalisation a un impact direct sur l'emploi, selon le syndicaliste Peter Mutasa, qui affirme au micro de New Zimbabwe que les délibérations du congrès de haut niveau des travailleurs du secteur bancaire du pays déploraient la diminution de la main-d'œuvre. Nous avons constaté une baisse de nos effectifs qui sont passés de 12 000 à la fin des années 90 à environ 3 000 aujourd'hui. Digitalisation accélérée, fermeture d'agences, licenciements, le secteur bancaire a connu de grands changements. L'économie, qui stagne depuis plusieurs décennies et se trouve dans une situation difficile, a fait payer un lourd tribut au syndicalisme. L'environnement politique est devenu toxique pour les syndicats car le gouvernement traite tous les syndicats avec suspicion et comme des ennemis de l'État. Pour Peter Mutasa,
Ces problèmes n'émanent pas du marché du travail, mais de la politique. Il dénonce l'existence d'une crise de gouvernance qui affecte l'économie, la société et les services publics. Restons encore au Zimbabwe, le secteur du travail est en difficulté. Le secteur de la santé ne se porte pas mieux. 51 décès et plus de 7000 personnes infectées. C'est le bilan de la prolifération du choléra dans le pays. L'état d'urgence a été décrété. Plus d'informations dans ce reportage. Des mesures d'urgence ont été mises en place à Harare au Zimbabwe pour contenir la propagation du choléra. Les patients atteints de la bactérie et ceux soupçonnés d'avoir contracté la maladie sont internés dans une clinique à Kuwadzana, épicentre de cette épidémie. Cette banlieue à forte densité de la capitale représente près de la moitié des cas signalés. À Harare, 13 vies ont été perdues et 7 d'entre elles venaient du quartier de Kuwadzana, ce qui représente plus de la moitié. Plus de 50% des morts proviennent de cette région. C'est pourquoi nous déployons plus d'efforts dans cette zone. À Kuwadzana, comme dans plusieurs autres quartiers de la capitale, faute d'approvisionnement en eau et d'infrastructures adéquates, le choléra prolifère à grande échelle. Chaque semaine, nous ne sommes pas approvisionnés en eau du lundi au vendredi. Il y a beaucoup d'eau usée qui coule par ici et cela déclenche la propagation du choléra. Avec 51 morts confirmés dans le pays et plus de 7000 personnes infectées, l'état d'urgence a été décrété à Harare vendredi par les autorités sanitaires. De plus, elle mise sur la chloration, la dernière étape du traitement de l'eau avant sa distribution. Ce procédé de chloration de l'eau aide à prévenir la contamination de l'eau de forage et réduit ainsi la propagation du choléra. Selon la Croix-Rouge, les autorités sanitaires peinent à contenir le nombre élevé de cas depuis le début de l'épidémie, notamment en raison d'un manque de personnel soignant ainsi que l'absence de fournitures médicales. Et puis ailleurs dans le monde, un visage bien connu des États-Unis s'en est allé. L'ancien président des États-Unis et prix Nobel de la paix, Jimmy Carter, est veuf depuis hier. Son épouse Rosalynn Carter, en soins palliatifs depuis vendredi, est décédée hier dimanche à son domicile à l'âge de 96 ans aux côtés de son époux. Une figure bien connue des Américains n'est plus. Rosalynn Smith Carter est morte ce dimanche à l'âge de 96 ans à son domicile de Plains en Géorgie, après un long traitement en soins palliatifs. Rosalynn Carter a été au cœur des campagnes de l'ancien président américain et prix Nobel de la paix Jimmy Carter. Une fois à la Maison-Blanche de 1977 à 1981, l'ex-première dame s'est distinguée par sa volonté de s'impliquer dans la politique. Avec son mari, elle a défendu les droits humains, la démocratie et les questions de santé à travers le monde, tout en conservant une image publique remarquablement discrète. C'est sur cette note que nous refermons cette édition de l'actualité. Mesdames et messieurs, très heureuse de vous l'avoir présenté. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.